Le musée dauphinois s'occupe depuis sa création des thématiques liées à l'aménagement de la montagne, à ceux qui la façonnent au gré de nécessités économiques et sociétales. Mais curieusement, la question des refuges n'avait pu être abordée jusqu'à ce jour au musée dauphinois. Il a fallu un partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble pour la partie architecture de montagne, et également le service patrimoine et inventaire de la région Rhône-Alpes pour la partie photographie contemporaine. Construire en haute altitude répond à la nécessité d'offrir un abri pour la nuit et à tous ceux qui se perdent, à tous ceux qui sont victimes de la nuit qui tombe trop tôt ou d'un accident. À haute altitude comme ça, la prouesse architecturale consiste à bâtir des refuges qui s'intègrent dans l'environnement, certes, mais qui sont à l'épreuve de toutes ces intempéries et fonctionnels. Bien sûr, l'artiste ne répond pas du tout à ces urgences. Ces cabanes imaginaires évoquent à un autre niveau les cabanes de l'extrême, celui de l'imaginaire collectif, de la cabane idéalisée de l'enfance. De nombreuses passerelles relient ces bâtisseurs de rêves aux aménageurs de la montagne. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation d'assister à la conférence, que nous n'avons pas voulu à nouveau repousser malgré le contexte. Et cette conférence s'inscrit en écho à l'exposition sur les refuges alpins au musée dauphinois. Certains parmi vous ont pu la découvrir entre deux fermetures sanitaires. Sûrement auront-ils perçu le lien qu'il y avait à établir entre les cabanes d'altitude et les cabanes tout droit sorties de l'imaginaire des artistes. Fabrice Nesta, qui est plasticien, qui est conférencier d'art, qui est enseignant aussi à l'École supérieure d'art de Grenoble et de Valence, va nous tracer la voie vers ses œuvres. En attendant, vous pourrez chatter en dessous de la fenêtre de discussion. Vos questions, nous y reprendrons à la fin de cette conférence. Merci d'indiquer un X avant chacune de vos questions pour ne pas les confondre avec les commentaires. Les Alpes sont parcourues depuis des millénaires par des chasseurs de chamois, par des bergers, par des chasseurs de cristaux, à l'Antiquité, par les armées romaines, par Hannibal avec ses fameux éléphants. Au Moyen-Âge également, les négociants veulent faire commerce avec l'étranger, donc traversent les Alpes, et les religieux s'installent dans leur désert. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est un espace encore peu exploré. Les Alpes demeurent ce territoire qui fait peur, ce territoire où l'on y voit de drôles de choses, notamment des dragons qui sortent des glaciers, tout comme le montre cette gravure de Henri-Georges Willink, où l'on aperçoit effectivement cette terrible peur qui nous prend en explorant la montagne. Construire des abris à ce moment-là est encore quelque chose dont on ne parle pas. On assiste tout juste à la naissance de l'alpinisme. L'objet de la conférence de ce soir est d'essayer d'établir une sorte de lien, un lien évidemment imaginaire entre les refuges de montagne et les cabanes d'artistes. Les cabanes d'artistes sont d'abord un lieu de l'imaginaire, réellement. C'est un lieu de l'enfance, c'est une sorte d'habitation assez précaire qui n'a pas lieu d'avoir ni une cuisine, ni de s'interroger sur la couleur des murs, mais bien au contraire d'être un objet d'investigation par l'imaginaire. Et c'est ce que nous allons voir ce soir avec cette présentation d'un certain nombre d'œuvres d'artistes. Avant de commencer réellement le propos, d'abord, je vous salue et
on va essayer de s'adapter à ce nouvel exercice. Et puis, je tiens à remercier le musée dauphinois de cette invitation pour un exercice de style qui, ma foi, était d'abord un jeu avant d'être peut-être cette présentation. Dans ces cabanes d'artistes, avant vraiment d'investir le lieu, je vais simplement essayer de présenter quelques œuvres d'art qui permettent de comprendre comment, aujourd'hui, des artistes contemporains peuvent investir la forme de la cabane. Pour commencer, nous allons voir ensemble quelques œuvres ici. Une première de Pablo Picasso, La guitare de 1912, qui est sans doute une œuvre peut-être qui est un peu anecdotique, mais qui est tellement importante tant elle propose une forme un peu bricolée. Et c'est tout à fait nouveau dans la sculpture. C'est une œuvre aussi qui oscille entre peinture et sculpture, puisque c'est une œuvre accrochée au mur. Et donc, elle définit un espace qui est tout à fait nouveau, avec des matériaux de récupération. Bref, quelque chose qui est de l'ordre du nouveau territoire à investir. La forme du monument à la 3e internationale de Kazimir Malevich, la forme au centre, a là, elle, une dimension complètement architecturale. Et c'est bien ce qui nous intéresse ce soir. Kazimir Malevich, qui est quelqu'un qui va introduire aussi, en quelque sorte, la sculpture abstraite en soi, eh bien, nous propose avec ce monument à la 3e internationale, finalement, une sorte là aussi, de tour de Babel, de tour Eiffel, de choses qui oscillent entre les masses qui sont au centre et la structure qui est au pourtour et qui oscille là aussi entre des formes pleines et des formes évidées. Et puis enfin, la sculpture de Cobreau qui, elle, donne à voir en plus presque l'espace de la couleur dans la sculpture, c'est-à-dire que la frontière tout d'un coup entre la peinture et la sculpture est complètement là pour le coup abolie. Il y a donc, au travers de ces 3 gestes, il y en aurait bien d'autres, je pense aussi à la radicalité, par exemple, d'un geste de Marcel Duchamp avec sa roue de bicyclette sur un tabouret. Il y a là, au travers de ces gestes, en tous les cas, quelque chose qui est rendu possible dans la construction, dans l'art presque total. L'art total, justement, on y vient avec cette autre proposition de Kurt Schwitters, un artiste allemand qui, par son Märzbau, eh bien, nous propose un appartement qui, petit à petit, est occupé par des objets qu'il récupère, des formes, des tickets de métro, des choses comme ça, qu'il va accrocher au sol, au mur, au plafond. Et petit à petit, cet espace qui était un appartement, ma foi, d'habitation relativement normal, entre guillemets, eh bien, devient une sorte d'œuvre totale, d'objet sculptural, et surtout, il y a la notion d'espace, ce qu'on n'avait pas dans les 3 précédentes présentations, photos, c'était tout d'un coup cet espace qui était complètement investi. Sans doute, là aussi, faut-il y voir un autre objet, mais l'école du Bauhaus n'est sans doute pas étrangère aussi à une certaine idée de l'art. C'est-à-dire que Walter Gropius, qui est le directeur et l'un des dessinateurs des bâtiments d'ailleurs, de l'école du Bauhaus, nous propose une école dans laquelle il y a une vraie porosité entre l'activité de l'esprit, l'activité de l'art, cette espèce de forme un peu supérieure, qu'il rattache à l'artisanat, à l'activité de la main. Et c'est dans cette passerelle qu'il tente de créer qu'il souhaite éventuellement créer une sorte d'art total au travers de la construction. Un art qui d'ailleurs sera sans doute à l'origine presque de l'idée du design tel qu'on se l'a fait aujourd'hui. Un art qui, en tous les cas, deviendrait quotidien, rentrerait dans les maisons par les objets qui sont dessinés par les étudiants de l'école du Bauhaus. Donc là aussi, c'est une autre façon toujours d'investir de nouveaux territoires artistiques et finalement de nous proposer en quelque sorte un art du quotidien, mais qui vraiment rentre dans les maisons. 2 autres gestes, alors là, un peu différents, puisqu'ils viennent d'architectes, mais je crois que si on évoque les cabanes, on est obligé aussi de parler d'architecture. Le fameux cabanon
de Le Corbusier, ce cabanon qui est si petit, je crois qu'il fait environ 16 mètres carrés, dans lequel l'espace est réduit presque comme à l'idée de son modulor, hein, cet espace utile en quelque sorte. Il y a un espace évidé et par des choses qui se plient, se replient ou se déploient, etc. dans l'espace. C'est tour à tour la cuisine, la chambre à coucher, l'espace dans lequel on va peut-être bavarder. Bref, c'est à la fois un espace utile, mais aussi l'espace presque de première nécessité qui est complètement donné à voir au travers de ce cabanon. C'est une idée absolument formidable et généreuse, même si elle est là aussi extrêmement radicale dans sa façon d'être évoquée. Une autre forme extrêmement généreuse, c'est sans doute cette maison du bonheur, hein, en quelque sorte, de joie de vivre, en tous les cas, tel qu'il l'intitule. C'est la maison de Jean Prouvé, qui est un modèle qu'il a souhaité développé pendant l'hiver 54 avec l'abbé Pierre, et qui était une construction qui était à la fois mobile, qui se déployait, qui était facile à fabriquer dans un coût relativement bas. Et du coup, cette espèce de maison caravane, une maison qui pouvait se déplier assez facilement, qui offrait d'ailleurs une maison relativement spacieuse d'ailleurs, était prévue au départ pour exister dans une formule industrielle, dans une formule où tout d'un coup on allait pouvoir la fabriquer par milliers. Le projet a été plus ou moins abandonné, c'est bien dommage, car aujourd'hui encore, sans doute, ça répond à une réalité sociale, malheureusement, hein, qui est encore très actuelle, et on peut sans doute d'ailleurs le regretter. Revenons à l'art avec deux dernières propositions. Ici, des travaux de Donald Judd, qui est un artiste américain dans les années 70. Il propose un art qu'on va qualifier de minimal. Et cet art, là aussi, nous propose plusieurs façons de penser qui sont, ma foi, très intéressantes. D'abord, c'est des espaces qui sont modulables, c'est-à-dire que l'œuvre d'art n'est pas figée. L'œuvre d'art n'est pas figée. L'œuvre d'art, en fait, va s'adapter à son espace. Le nombre de caissons est défini par la hauteur qu'il y a entre le plancher et le plafond. Et donc, cette œuvre peut changer en tous les cas en nombre de caissons, donc de physionomie, selon l'espace dans lequel elle est exposée. Donc il y a déjà ce premier caractère. Le deuxième caractère très puissant de l'art minimal et de l'art de Donald Judd, c'est aussi cet aspect très industriel, c'est-à-dire que l'artiste dessine, conçoit l'œuvre, mais ne la fabrique pas. Il ne s'agit pas de montrer le travail de la main, mais bien au contraire, de montrer que l'œuvre d'art est un produit de la pensée et qui ensuite, il peut se décliner à l'infini par une forme industrielle. Voilà. Et ça aussi, c'est important parce que ça a ouvert des voies nouvelles dans l'histoire de l'art. Enfin, dernière proposition, et là, je rattache la cabane un petit peu à l'habitat, ce que je vais faire évidemment très souvent, puisque je ne vais pas rester strictement sur l'espace de la cabane, mais je vais osciller entre la tente, qui est peut-être l'habitat le plus précaire en soi, le plus fragile, jusqu'à la maison la plus pensée et aboutie sans doute. Mais ici, cet artiste américain, Gordon Matta Clark, en 1974, décide de découper sa maison en deux, véritablement. Et donc, il en découpe d'abord les coins, puis ensuite, il va venir complètement découper sa maison à la tronçonneuse, de façon à la couper, mais de l'extérieur comme de l'intérieur, complètement en deux. Et il y a presque un geste de nier l'espace de la maison, de nier un petit peu l'espace individuel, et donc de rentrer peut-être dans un nouvel espace, celui de l'imaginaire, pourquoi pas. C'est ce que nous espérons ce soir. Voilà. Moi, je vais vous donc continuer en parlant des premiers abris qui sont, eux, proposés par la nature, en fait, puisque les premiers aventuriers profitent de ce que propose la montagne, une excavation dans la roche pour s'y introduire, comme l'on va voir là sur cette photo où deux guides posent sous un abri sous roche en 1899.
ou celle d'un talus que les alpinistes comblent, bâtissent des murs autour d'eux avec les pierres trouvées sur place, parce que transporter des matériaux en haute montagne est périlleux. Longtemps, les pionniers utilisent ces abris sommaires pour se protéger des tempêtes et se reposer. Alors justement, on est là dans l'idée du refuge et nous allons commencer par un premier artiste. Alors j'ai envie de dire d'abord que cette conférence aurait pu exister autour de 3 artistes principaux. C'est Andy Golworthy que nous allons voir maintenant, c'est sans doute Tadashi Kawamata que nous évoquerons plus tard et Daniel Buren. Ces 3 artistes ont vraiment travaillé soit sur l'idée du refuge, soit sur l'idée de la cabane. J'ai évidemment étendu cette histoire autour de plein d'autres points de vue artistiques, de façon à découvrir de nouvelles choses. Mais c'est très clair que avec les œuvres d'Andy Golworthy, qu'il a notamment créé autour de Digne-les-Bains, avec ses refuges d'art. Écoutez, c'était normal de commencer par lui, puisqu'il évoque, il prononce le nom de refuge. Ce sont donc des bâtisses qui ont été restaurées autour de Digne-les-Bains, et qui sont devenus œuvres d'art. Et l'idée d'Andy Golworthy, là, c'est bien sûr non seulement de nous faire pénétrer dans un lieu, de découvrir une œuvre d'art, mais pour les plus chanceux, c'est aussi de pouvoir dormir à l'intérieur de ces refuges. C'est tout à fait possible en vous adressant soit à l'Office du tourisme, soit au musée Gassendi à Digne-les-Bains. Et il y a quand même là quelque chose d'extrêmement beau dans cette proposition, puisque pour le coup, vous dormez avec une œuvre d'art. Alors évidemment, le confort n'est pas garanti. On est vraiment dans l'idée de la cabane, cette cabane que nous investissons par l'esprit, cette cabane qui est souvent accrochée à un arbre, qui ne comporte effectivement pas tout le confort souhaité peut-être d'un appartement ou d'une maison. Mais précisément, l'objet de la cabane ou du refuge d'art, c'est de proposer un voyage de l'esprit. Ce n'est pas du tout de proposer un voyage de confort. Et donc, en fait, on peut pénétrer au travers de ces refuges d'art, dans ces refuges d'art, soit y passer la nuit, soit en simple visiteur dans la journée, et découvrir un certain nombre d'œuvres d'art d'Andy Golworthy. Il a non seulement fait donc ces refuges d'art, il a construit des sentinelles, des espèces d'œufs qu'on peut trouver au bord des routes. Il a construit comme ça sur des chemins. En fait, si vous parcourez tout le chemin, vous en avez quasiment pour 3 jours de balade en dormant dans les refuges précisément. Donc il y a presque une œuvre d'art aboutie sur le cheminement, sur l'idée aussi finalement que l'art se traverse par le corps, mais par une expérience de la marche, etc. Enfin, dernier exemple pour Andy Golworthy, c'est précisément sa dark room qu'il a proposée au Château Lacoste. C'est un trou dans lequel vous pénétrez et lorsque vous descendez les quelques marches, il fait frais, parce que Château Lacoste, c'est vers Aix-en-Provence, et souvent, si vous y allez l'été, il fait très chaud. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une sorte de nid renversé. Ce nid est fabriqué par les branches d'arbres, les bois, etc., que l'on trouve autour dans le parc, puisque c'est un domaine viticole aussi. Et pour planter les vignes, ils ont dû parfois déboiser. Et Andy Golworthy en a gardé un certain nombre de traces. Autre idée, là aussi, le nid fait sans doute référence quand même à la cabane. D'abord parce que le nid s'accroche à l'arbre. Il y a l'idée aussi d'être perché un petit peu au-dessus, d'avoir une vision un petit peu différente. Et là, on rentre dans les propositions de Nils Sudo avec ces nids dont on voit plusieurs formes. Alors le nid à gauche, là, vraiment ressemble à un nid tel qu'on peut le voir dans les arbres. Mais en fait, en s'approchant d'un peu plus près, si je vous mets cette nouvelle photo, vous voyez petit à petit qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, mais il y a un homme qui est au centre. Le nid fait 10 mètres de diamètre. On a donc là quand même un nid qui a une certaine envergure. Ce qui apparaît comme une branche est en fait un tronc d'arbre. Et on imagine tout le travail d'élaboration et de construction qu'a demandé ce travail. Le nid
qui se trouve sur la partie droite a une dimension poétique qui est bien plus prononcée. Deux autres œuvres de Nils Sudo, parce que là aussi, elles évoquent un petit peu l'idée de la cabane, de l'habitat. C'est son fameux habitat qui se trouve comme une espèce de cocon formé par des branches au-dessus d'un monticule de terre, ou cette tour de pluie qui, là aussi, pour moi, évoque un tout petit peu une sorte de magie, de choses qu'on peut trouver dans les civilisations plus reculées, où on a encore des gens qui invoque les esprits pour essayer de faire tomber la pluie. Je pense notamment à l'Australie et les aborigènes. Voilà quelques exemples. Il y a aussi évidemment dans cette idée de nicher les fameux igloos de Mario Merz qui sont très beaux, qui sont faits en différents matériaux. Et ces igloos ont une drôle d'histoire. Mario Merz travaille avec des formes récurrentes. L'igloo en fait partie. Il en a fait de nombreux, de toutes formes. Et il y a cette idée chez lui de revenir à cette forme presque tel un fœtus. Souvent, ils ont le titre de « que fare » et « que faire ». Quand ils ne savaient plus quoi faire comme œuvre artistique, ils revenaient à cette forme comme si c'était une base, une façon de reconstruire les choses, de se remettre à travailler manuellement pour évoquer petit à petit la construction de l'igloo. En voici deux autres exemples beaucoup plus épurés, plus spacieux, plus spatial aussi, par le verre qui est employé et par cette transparence qui donne une vraie légèreté à cette masse qu'on a l'habitude de voir plutôt dans la neige, dans le froid, dans quelque chose où au contraire il faut nous protéger de l'extérieur. Et là, tout d'un coup aussi, le fait d'employer le verre, c'est une façon d'ouvrir l'espace entre le dedans et le dehors. Enfin, pour terminer un petit peu cette première présentation, il s'agit aussi d'évoquer, là, sans doute, les cellules d'Absalon. Absalon est un artiste qui, malheureusement, est mort brutalement très tôt. Il avait 29 ans. Mais il a construit 6 cellules. 6 cellules, vous voyez, qui, là aussi, évoquent sans doute beaucoup l'idée de Le Corbusier. D'abord, c'est fait en blanc. C'est du bois et du carton recouvert d'une peinture qui protège ses habitations. Et ces cellules étaient destinées à 6 villes dans lesquelles il se rendait régulièrement. Il y a Zurich, il y a Paris, il y a Tel Aviv, New York, il y a une ville au Japon. Bref, et c'était les endroits où il se rendait le plus et c'était destiné à devenir ses habitations. Il les a conçus comme, à la façon presque de Le Corbusier, comme des habitations où le strict nécessaire existe. Une pièce dans laquelle il peut relativement se faire à manger, une pièce dans laquelle il peut dormir, parfois c'est la même selon évidemment la forme qu'il va utiliser, et évidemment il y a une station debout où quasiment la hauteur du plafond est définie par sa propre hauteur. Ça veut dire que quelqu'un que plus grand que lui est obligé de se baisser. Il y a donc une sorte de dimension qui est donnée par son propre corps, et finalement c'est l'espace nécessaire pour ce type de travail et d'approche. Et là, vraiment, on est en train de toucher peut-être une autre idée de la cabane, qui est celle, sans doute l'idée la moins utilisée dans la cabane, en fait, c'est celle de l'utilité, de la fonctionnalité, et qui pourtant est primordiale, évidemment, dans l'idée d'un refuge en montagne. Exactement, primordial, et en même temps, c'est ce que tu rappelles, le refuge sert à se protéger de tout, en fait. Lorsque l'on aperçoit une construction humaine en pleine montagne, on est apaisé tout d'un coup. On va pouvoir rencontrer aussi des gens qui ont la même passion qui est l'alpinisme, ou même vivre une expérience extraordinaire. On parle aujourd'hui beaucoup d'école de la vie lorsque l'on parle de l'expérience de vivre en refuge. Ce n'est pas pour rien. Il s'y développe des sentiments, le respect de l'autre, le respect de l'environnement, une chaleur humaine qui existe peut-être moins en bas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus les éducateurs, que sont les parents, les enseignants, etc., emmènent les enfants en montagne pour qu'ils y vivent quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité, en fait.
Le bel exemple, c'est le nid d'aigle, donc le refuge de l'aigle que nous avons derrière nous, qui est un refuge qui a été bâti en 1910 par le Club alpin français pour répondre à une demande qui venait des alpinistes depuis fort longtemps dans leur souci de la traversée de la Meije. Il manquait ce refuge, donc il a été construit à ce moment-là en 1910. Sûrement les plus grands alpinistes y ont séjourné et on y a tellement mis quelque chose là-dedans qu'il est emblématique de toutes les questions d'aujourd'hui que l'on se pose par rapport à l'utilité de cette vie en montagne. Ainsi, quand dans les années 2000, le CAF a voulu le détruire, ce premier abri, parce qu'il était très très vétuste, un concert de lamentation s'est élevé à tel point qu'il a fallu réfléchir longtemps à sa reconstruction. C'est l'architecte Jacques-Félix Faure qui a trouvé la solution à un moment donné. Après 12 ans de polémique quand même, il le reconstruit à l'identique, mettant les bardages anciens à l'intérieur du nouveau refuge, afin que le refuge de l'Aigle conserve son âme. C'est dire que la montagne alors prend une autre dimension. Le patrimoine montagnard existe, est reconnu. C'est quelque chose à conserver et même à défendre. Alors, évidemment, là, l'idée du refuge est aussi cette idée d'une protection face à une nature qui peut paraître hostile. Elle est merveilleuse, elle nous procure parfois des joies lorsqu'on se promène, mais elle est aussi extrêmement dangereuse. Et l'espace de la montagne est un espace qui reste extrêmement dangereux. Ce que je souhaiterais évoquer maintenant, là, dans les images qui vont suivre, c'est cette idée justement de nécessité ou de mobilité. Dans ce fameux chariot de Christophe Odziko, qui est un artiste là qui va proposer, malheureusement, j'ai envie de dire, une forme d'un chariot qui se base évidemment sur les nécessiteux, les gens qui ne peuvent plus avoir un chez-soi, les sans-abri, ce qu'on appelle les sans-abri. Et ce chariot, eh bien, ma foi, propose un espace sécurisé en bas, avec ses grilles dans lesquelles on peut mettre ses effets personnels. Et puis, cette espèce de forme un peu tubulaire qui se trouve au-dessus se déploie et tout d'un coup devient l'espace de couchage. Et là, évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement à la fois pertinent, audacieux et misérable, puisque on est obligé d'en arriver à ce type de forme et de proposition pour qu'un certain nombre de personnes puissent dormir décemment, ou en tous les cas à l'abri à la fois de la pluie et peut-être aussi de la violence qui entoure ces personnes. C'est une forme que je trouve très très belle, mais qui montre combien là on est un petit peu plus loin de la cabane, mais on est sur l'idée de se réfugier, on est sur l'idée effectivement à un moment donné de trouver un abri même mauvais, mais qui malheureusement est d'une actualité criante encore aujourd'hui. Une autre façon d'établir les choses, c'est ici par les formes proposées par Andrea Zittel, qui est un artiste qui nous propose souvent des formes dans lesquelles les choses se déplient. Et quand elles se déplient, elles tentent finalement de redéfinir un espace que l'on connaît assez bien, qui est l'espace de la maison avec un lavabo, une forme de confort quelque part, parfois presque superflu, mais qui finalement donne aux caissons parfois qui sont très brutes de bois d'ailleurs, eh bien leur donne un aspect presque accueillant. Et on oscille là aussi, on est dans une hésitation entre la chose nécessiteuse, la chose presque de luxe, et dans cet entre-deux, finalement, il y a une possibilité d'offrir une forme pliée, dépliée, qui évoque aussi peut-être une certaine idée de la mobilité.
Voici une autre proposition, beaucoup plus basique, uniquement réservée au bois, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit chez Andrea Zittel, qui peut être de l'ordre du confort quotidien ou usuel, là a disparu et on n'est plus que sur des charnières, des planches de bois, et une fois que tout ça est replié, c'est une caisse qu'on peut emmener n'importe où et qui permet finalement de redéfinir à la fois presque une forme théâtrale, hein, d'ailleurs. On le voit, il y a une sorte de chapiteau, de choses comme ça, mais qui est aussi une sorte de maison un peu ouverte, ma foi, et qui se transporte comme on le veut. Là, alors là, sur l'idée de la mobilité, on va encore un tout petit peu plus loin. On est peut-être encore un petit peu loin de la cabane. Malgré tout, dans la cabane, il y a cette idée de la transporter de partout, ou en tous les cas de pouvoir la faire partout. Et c'est au travers de ce travail de bureau A, qui est là aussi une idée un peu illusoire, puisque un pauvre vélo, même pas aidé électriquement, va transporter une sorte de cahute, de grille, de structure dans laquelle il y a plusieurs étages et on peut y faire à la fois sa nourriture, peut-être se reposer, dormir, etc. Donc, évidemment, encore une fois, c'est plutôt l'idée qui est transportée là que véritablement quelque chose qui peut exister physiquement. Mais dans toutes ces propositions, encore une fois, c'est l'imaginaire qui nous est proposé de voir, de remarquer et peut-être dans lequel on doit s'embarquer pour essayer de construire des formes qui vont donner à notre quotidien quelque chose d'un petit peu plus riant, et en ce moment peut-être on en a encore plus besoin. Regardez ici cet effort magnifique de ce tonneau. Alors là, pour le déplacer, c'est facile, hein, tel un peu, je ne sais pas, une tortue, une coccinelle qui transporte sa petite boule. Eh bien, vous avez votre tonneau que vous laissez rouler là où vous voulez, et puis ensuite vous le mettez à plat, vous rentrez dedans et vous êtes protégé. Évidemment, c'est une forme tout d'un coup qui est très basique. Hein. On est loin d'une forme qu'on a évoquée jusque-là. Elle manque peut-être de poésie, mais dans sa rudesse, dans sa radicalité, dans sa fonctionnalité, elle répond parfaitement à des usages, alors qui sont là aussi de l'ordre de la précarité, sans doute, de l'ordre de l'urgence ou de choses comme ça, mais qui répond à ces formes-là avec une force et une ingéniosité et peut-être aussi un peu d'humour, hein, quand même, qui sont extrêmement présentes. Ici, le travail de Shenzhen, qui est entre la barque, l'hospitalité par l'eau, etc., on a l'impression que cette maison peut se renverser, cette espèce de cabane peut se renverser, se mettre sur son toit, puisqu'il y a une barque, et qu'elle va continuer à flotter. C'est donc qu'elle est quasiment prête à toutes les conditions, même les plus dures ou les plus rudes. Et là encore, il y a peut-être cette idée dans le refuge de répondre aux conditions les plus rudes. Le milieu, comme on l'évoquait tout à l'heure, est extrêmement inhospitalier quand il se met à être très rude et dans des conditions extrêmes. Mais on voit bien que les artistes ne vivent pas en vase clos. Ils appartiennent à la société et ce sont des formes qui répondent à une certaine idée aussi de nos sociétés. Que dire aussi du travail ici de Lucie et Jörg Horta, avec leur tente qui se déploie. Vous le voyez sur l'image de gauche, en fait, vous avez une tente dans laquelle tout d'un coup vous pouvez glisser vos bras et votre tête. Et en fait, là aussi, on est entre l'intérieur et l'extérieur. On est à la fois protégé et à la fois on peut se recueillir, enfin se recroqueviller à l'intérieur et être très protégé, mais on peut aussi continuer à regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et puis dans le campement qui est à droite, le campement Antarctica, là, tout d'un coup, il y avait cette idée de proposer quelque chose de plus international, quelque chose où, évidemment, par ce campement ces tentes sont recouvertes des drapeaux du monde, il y avait cette idée que ce territoire, l'Antarctique, qui est complètement inhospitalier, mais qui n'appartient finalement à personne et à tout le monde, eh bien, à un moment, pouvait accueillir peut-être les derniers hommes, les derniers survivants d'une catastrophe qui aurait pu se produire. En tous les cas, à bien des égards, ce campement ressemble aussi au bivouac ou au campement qu'on
qu'on peut trouver En en montagne montagne. et en France, Tout justement, à fait. où effectivement le bivouac en France ressemble à ces campements. Il suffit de prendre une tente et d'y aller. D'ailleurs, c'est ce qui se pratique de plus en plus parce que après quelques années d'une politique de construction de refuges un petit peu dure quelquefois, où la proposition était des refuges qui ressemblaient un petit peu trop à l'hôtellerie. On revient à plus de frugalité, ce mot qu'on entend beaucoup en montagne. Mais déjà dans les années 30, en Italie, on le voit on voit encore ce parc vivant en Italie, puisque un tiers du parc des refuges est fait selon le principe des refuges tonneaux aussi, mais des tonneaux à l'horizontale, conçus par les frères Ravelli dans les années 30. De la même façon, Charlotte Périllan, cet architecte designer dont on parle beaucoup aujourd'hui, enfin, avait inventé le refuge bivouac dans les années 30 également, parce que pour répondre quand même à cette demande de vivre en osmose avec la nature, et puis de pouvoir poser un refuge plus facilement là où on en a besoin. Donc c'était cette volonté quand même de participer à cette envie de vivre dans la montagne dure, mais qui apporte tellement de choses à l'individu. Voilà. Alors cette idée-là, évidemment, encore une fois, elle est née d'une certaine nécessité. Peut-être qu'on va essayer de s'embarquer un peu plus dans une forme de rêve, une forme d'imaginaire des artistes, pour aller vers des formes où la cabane reste presque intègre, mais à la fois, elle va devenir un objet de contemplation, un objet d'imaginaire, un objet parfois habité, ou alors un objet qu'on va carrément exploser. Sur cette vue que vous voyez, cette œuvre de Cornelia Parker, vous avez ici une première forme de cette cabane qui a été exposée pendant quelques temps. Et puis Cornelia Parker va la faire littéralement exploser. Elle va en recueillir tous les morceaux et à ce moment-là, elle va exposer l'explosion. Et en fait, ce moment, par aussi un procédé lumineux, nous fait éclater littéralement la cabane en 1000 morceaux, un peu comme on le dit vulgairement, mais qui donne, par les effets de lumière, de projection, d'ombre portée, une dimension qui va bien au-delà justement de la forme fermée. Et c'est précisément ce qu'évoque ici Cornelia Parker, c'est-à-dire que cette cabane avec cette fenêtre qui laisse transparaître une lumière, cette idée presque d'une douceur à l'intérieur qui vient en contraste peut-être à la dureté de l'extérieur, tout d'un coup explose. Il y a un geste d'une violence terrible là-dedans, mais dans cette explosion, il reste finalement une image d'une grande beauté. Et c'est là tout le paradoxe, évidemment. Ces ombres portées sont d'une splendeur magnifique. Et évidemment, on est là face à un contraste visuel, à un contraste de sentiments qui est assez fort. Autre rêverie, sans doute, alors là, peut-être encore plus grande, plus forte, c'est les fameux échafaudages de Tadashi Kawamata. Tadashi Kawamata est un artiste japonais. Il aurait pu faire le cœur à lui tout seul, quasiment, de cette démonstration et de cette proposition. Mais Tadashi Kawamata s'est illustré, s'est fait connaître notamment par ses échafaudages un peu instable, précaire. C'est-à-dire que quand vous passez devant ou sous ces échafaudages, vous vous sentez menacé. Vous avez l'impression que là, celui qui a construit ça, soit ça s'est effondré, soit il est venu, mais il avait bu un petit coup de trop, ou je sais pas, il était aidé par des gens qui l'ont plutôt distrait. En tous les cas, ces formes-là, ces espèces de verrues qu'il a mis sur certains bâtiments, ont été repérées comme des espaces aussi de poésie. C'est-à-dire que, évidemment, Tadashi Kawamata, comme il intervient dans l'espace public, se garantit, se prémunit de toute instabilité. Tout ça est très bien dessiné et construit. Mais évidemment, la forme qu'on en retient, c'est cette
forme un peu instable, cette forme menaçante qui en fait donne l'impression qu'elle va s'écrouler à tout moment. C'est une première forme très poétique et ça il l'a vraiment produit un peu partout. D'ailleurs à Grenoble, il en avait fait une dans les années 80, derrière aujourd'hui ce qui est le quartier Europol, derrière la gare, au moment où on allait envisager justement de déconstruire, restructurer tout le quartier. En tous les cas, je crois que c'était en 86, si je ne me trompe pas, 85 ou 86. Tadashi Kawamata avait bâti ce fameux échafaudage terrible et menaçant dans le quartier d'Europol à Grenoble. Autre forme, et là encore ça montre bien l'esprit du garçon, c'est un moment d'investir ici, je crois que ce sont les écuries de Versailles, avec des cagettes. Ces cagettes ont, semble-t-il, proliféré autour de la bâtisse, sur la façade, mais en fait elles n'ont pas proliféré que sur la façade. Quand vous rentrez à l'intérieur, l'intérieur est totalement recouvert de cagettes. Il y en a en tout 5000. Tout ça est tenu par, vous savez, ces espèces de petites charnières en plastique là, qui permettent de tenir. Et en fait, on a un espace qui, tout d'un coup, est complètement modifié, transfiguré par cet objet aussi simple, là aussi, que la cagette, celui qu'on voit surtout, enfin, cette forme qu'on voit sur tous les marchés, qu'on peut récupérer presque gratuitement et qui souvent nous sert à démarrer un feu, en fait. C'est le deuxième usage de la cagette. Ici, Tadashi Kawamata nous en propose une digression magnifique et nous propose un espace à investir tout d'un coup au moyen d'un matériau très pauvre. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau poème, par exemple, de Francis Ponge, qui s'appelle Le Cajot, dans Le Parti pris des choses. Mais lisez-le, vous verrez, c'est une sorte d'ode au cajot et donc à la cagette. C'est sublime d'essayer de préciser à ce point les choses sur un matériau, sur un objet aussi usuel et pauvre dans l'imaginaire. Mais on voit bien justement qu'ici, le geste de l'artiste, c'est de donner une nouvelle dimension à un objet aussi pauvre soit-il. Autre proposition, la sublime, magnifique, c'est ces cathédrales de chaises. Alors vous avez ici cette proposition où là encore, les chaises sont tenues uniquement par des petites formes de plastique et tout ce travail-là forme tout d'un coup une cathédrale superbe. Attention, ces cathédrales de Tadashi Kawamata, on peut rentrer à l'intérieur et se découvre un espace, là aussi, qui est entre l'espace ouvert et fermé. On voit bien, évidemment, la chaise se caractérise par son vide plus que par ses pleins. Et tout d'un coup, cet espace reste ouvert et nous donne à voir quelque chose de sublime. En voici un deuxième exemple d'une cathédrale qu'il a produite à Abu Dhabi. Et on voit, j'ai essayé de mettre plusieurs vues pour montrer combien d'abord c'est ajouré, combien c'est ouvert. Hein. Il y a une vue aussi où on voit la projection vers le dessus. Et puis on voit que ce sont aussi des espaces d'accueil. Il y a ces canapés qui nous permettent de nous asseoir et de passer un petit peu de temps à l'intérieur même de cet espace. On le voit, hein, Tadashi Kawamata a d'ailleurs souvent recours au bois, c'est ce qu'il utilise le plus. Parfois il construit des passerelles, parfois il construit des tours de bois, parfois il va construire quantité de choses qui sont autant d'espaces, autant de formes qui souvent rassemblent les gens, souvent essayent de raconter quelque chose qui pourrait nous finalement être le point de rencontre, le point d'une discussion entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Tadashi Kawamata est connu aujourd'hui pour ses nombreuses cabanes qu'il construit aussi bien dans l'univers naturel, les bois, les arbres, que dans l'espace public et urbain. Il investit les maisons. C'est ce que nous allons voir maintenant au travers d'un extrait d'un reportage d'Arte dans lequel il explique un petit peu sa démarche, une démarche qu'il a suivie dans la ville de Tremblay. Un abri, mais en fait, c'est de l'art. Le projet en cours de Tadashi Kawamata.
C'est une zone boisée des environs de Paris à laquelle il faut redonner vie. Pour ce faire, on a invité Tadashi Kawamata, qui a eu pour le projet une de ses idées bien à lui. Nous sommes sur les lieux, à Tremblay. Près de Charles de Gaulle, c'est un peu dangereux pour les oiseaux qui ont donc cherché un refuge dans la région. Comme ici, il y a une grande forêt, nous pouvons inviter les oiseaux. Kawamata offre 22 abris de bois aux chercheurs d'asile ailés. D'autres habitants peuvent bien entendu en profiter. Ça n'a pas l'air mort comme un parc, c'est plutôt comme une bibliothèque que les gens peuvent utiliser. Ils peuvent s'y promener ou simplement en profiter, trouver la paix. Ces cabanes dans les arbres sont comme une sorte de grâce. Tadashi Kawamata choisit soigneusement les lieux de ses mises en scène. Il a ainsi obtenu un succès mondial. Je cherche à transmettre un sentiment, pas un message ou autre. Je recherche vraiment quelque chose d'autre, quelque chose qui soit bien. Voilà, sans doute, ça aide à mieux comprendre un petit peu la démarche de Tadashi Kawamata. C'est très beau ce qu'il dit hein, sur évidemment cette idée de la cabane, de l'habitat, d'abord pour les oiseaux, mais qui est aussi un espace d'investissement de notre imaginaire, véritablement. On termine avec ces deux reproductions de ces cabanes qu'il a réalisées sur les façades de Beaubourg, qui est le lien entre le naturel et l'urbain, entre le naturel et le culturel. En fait, c'est une passerelle tellement magnifique et évidente que je crois que le travail de Tadashi Kawamata mérite d'être regardé, lu, investi, parce qu'il nous donne à voir quelque chose qui dépasse le simple espace ordinaire et conventionné de nos vies. Un autre artiste qui a proposé une cabane complètement folle, ici, c'est cette cabane de Smith, qui est une cabane qui est en partie faite pour moitié de bois et l'autre moitié de miroir. Donc ces façades de miroir, évidemment, reflètent le paysage et on a l'impression que soit la cabane est en pointillé, soit, en tous les cas, elle disparaît en quelque sorte derrière le paysage. Artifice magnifique de l'utilisation du miroir, sublime renvoi entre l'intérieur et l'extérieur, le creux, le plein, quelque chose qui nous laisse voir finalement, là encore, par des matériaux et leur utilisation, eh bien que le travail entre une forme et son espace, entre une forme et l'espace, j'ai envie de dire, naturel ou autre d'ailleurs, eh bien, est aussi une réflexion que mènent les artistes de façon très pointue et parfois avec magie dans leur utilisation. Regardez cette cabane de nuit, elle est peut-être encore plus sublime. Tout d'un coup, elle nous renvoie véritablement à l'idée du refuge tel qu'on se l'a fait, c'est-à-dire cette idée où tout d'un coup, surpris par la nuit en montagne, eh bien, cet habitat coloré et presque accueillant est notre bouée de secours, notre sortie et surtout notre façon finalement d'être protégé du reste. D'autres gestes artistiques et poétiques sont là aussi très forts, avec ici ce travail presque d'abord plus humoristique. Connaissant Eric Dittmann, c'est quelqu'un qui manie une sorte de langage un peu surréaliste. Le titre est très très beau, hein. Sans toi, la maison, je sais plus, alors, vous l'avez-vous, est chauve, je crois, ou vide. J'en oublie le titre, mais Chauve. et chauve, ouais.
Et on a cette espèce de gros cailloux extrêmement lourds qui se retrouvent sur le toit de cette petite cabane, enfin petite cabane en acier pur. Et puis ce caillou avec ses surmontés de cornes là, comme si c'était à la fois une bête, quelque chose de minéral, l'habitat, le naturel. Il y a toujours cette opposition là qui est très très belle, dans un geste à la fois, encore une fois, humoristique et poétique d'Éric Dittmann. On ne peut pas évoquer les cabanes sans évoquer aussi, j'ai envie de dire Jean Dubuffet, mais évidemment pour le coup, le cas précis de la villa Falbala. Jean Dubuffet décide de finalement créer une sorte d'écrin pour son cabinet logologique. Devant les difficultés, il décide de le faire seul, c'est-à-dire de financer lui-même le travail et la fabrication. Et il va nous proposer donc cette Villa Falbala et la closerie. La closerie, c'est ce jardin qui est autour, qu'il fabrique selon un petit peu le modèle de ses sculptures qu'il a déjà répandues dans un certain nombre de villes du monde. Et donc, vous avez, plutôt que d'avoir l'arête droite, l'angle droit, la structure cubique, la forme efficace, vous avez au contraire une forme qui devient hésitante, qui est une forme comme ça qui donne à voir des facettes qui sont complexes. Le sol lui-même est traître, c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous mettez les pieds, soit vous trébuchez, soit vous cassez la cheville, tout simplement, parce que parfois le sol n'est pas tout à fait droit. Mais ça fait partie du charme de ce travail. On rentre donc dans cette espèce de jardin, ce jardin qui en fait n'a plus de plantes, n'a plus de nature, n'a plus rien. Et on pénètre dans cette espèce d'abri, de maison, cette Villa Falbala, dans laquelle en fait est protégé le fameux cabinet logologique de Jean Dubuffet. Ce cabinet logologique, c'est cette espèce de logo un peu farceur qui va manier à la fois des formes pleines ou vides, cerné de noir toujours, qui est répété dans tous les sens et qui va s'amuser pour devenir une sorte de joyeux bazar, de forme un peu anarchique, qui oscille entre la couleur rouge, la couleur bleue, les cernes noires, la forme blanche, les hachures. Ce vocabulaire très simplifié lui permet d'arriver à cette forme un peu complexe de dessin. C'est une des choses les plus magiques qu'on peut voir de Jean Dubuffet, son fameux mouvement de l'ourloupe, mouvement dans le mouvement de l'art brut de Jean Dubuffet, et qui est un moment de création très spécifique dans son travail. Là encore, évidemment, on est un petit peu plus loin de la cabane, on est dans autre chose, mais le simple fait d'abord d'essayer d'avoir une forme construite pour protéger presque une œuvre en soi, c'est une idée assez farfelue, mais qui appartient à Jean Dubuffet. Et tout d'un coup, de l'entourer de ce jardin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Autre artiste qui s'interroge sur l'espace de la maison, et alors là, peut-être avec une idée plus obsessionnelle, voire maladive, en tous les cas pour l'avoir croisé et parlé avec lui, c'est un personnage assez spécial, c'est la fameuse maison de Jean-Pierre Reynaud. Jean-Pierre Reynaud, entre 1973 et 1993, va petit à petit investir sa maison avec ce qui fait signe dans son travail, c'est-à-dire du carrelage blanc avec des joints noirs. Et petit à petit, chaque pièce de sa maison va être habitée de carrelage blanc et de joints noirs. C'est les reproductions que vous voyez là. Alors ça devient extrêmement froid, extrêmement dur, extrêmement glacial comme univers. Alors vous le voyez, à un moment une plante, la lumière qui rentre, un objet devient source de chaleur et finalement se dégage dans cette chose-là. Mais c'est pour lui aussi un objet de tracas, c'est-à-dire que c'est sa propre maison. Il ne sait plus si c'est son espace intime ou si ça devient une œuvre d'art dans laquelle il invite parfois les gens. La schizophrénie est telle qu'à un moment, il décide de complètement d'abord détruire la maison, il l'abat complètement, mais dans un geste là toujours artistique, il décide d'en recueillir les gravats pour les mettre dans 1000 containers qui sont présentés là au CAPC de Bordeaux, 1000 containers de ces gravats, de cette œuvre d'art qu'est sa maison, qui vont aller
ensuite, après l'exposition qui aura lieu au CAPC de Bordeaux, je crois, dans les années 90, pardon, qui iront dans 1000 musées du monde. Bon, il y a aussi quelque chose là qui va au-delà du personnage, hein, qui est complètement là. Enfin, c'est un personnage spécial. Un peu, oui, même complètement, on va dire. Mais là aussi, sur l'idée de la maison, de la propriété, tout ça, il y a quelque chose de fou. Le geste est si fou, si prononcé, que c'était aussi intéressant de l'évoquer au sein de cette conférence. Ici, la maison d'Erwin Wurm, cet artiste autrichien qui nous propose un petit peu à la façon de Walt Disney, hein, j'ai envie de dire, une maison qui a gonflé, qui s'est empâtée, qui a pris du poids, et qui devient là complètement folle, mais on a l'impression presque qu'elle est en guimauve, qu'elle a quelque chose de mou, tant les formes là aussi bien ne sont plus les arêtes droites, mais au contraire quelque chose qui s'empâte, qui s'évase vers le sol. En parfait contrepoint à sa Fat House, il va faire sa maison étroite qu'il va présenter à la Biennale de Venise, cette maison étroite qui fera strictement 1 mètre de large et dans laquelle on pouvait pénétrer, visiter. Alors évidemment, tout se fait de biais, à l'égyptienne un petit peu, tant les murs sont étroits, vous n'avez pas beaucoup de latitude pour vous retourner. Mais là aussi, c'est un geste complètement humoristique, hein. Il y a beaucoup d'humour dans la proposition d'Erwin Wurm. Mais c'est encore une fois une façon de questionner nos intérieurs, de se dire, mais en fait, on est complètement fou. On investit ça, presque parfois on le surinvestit. On en oublie peut-être de regarder juste le monde, hein. Et c'est une façon très joueuse de raconter aussi ces choses-là. Il y a aussi Le Terrier de Gilles Barbier, pour rester un peu sur un geste humoristique, où tout d'un coup, il fabrique un espace à vivre qui serait un peu sous terre, avec des sortes de cheminées qui permettraient soit de faire rentrer la lumière, soit tout simplement de l'air pour respirer. Cette idée de se terrer, d'être sous terre, d'être là protégé, c'est toujours cette idée de la protection, c'est toujours cette idée d'être finalement dans un espace qui nous rassure. Et la cabane est un espace qui nous rassure, qui est celui de l'enfance aussi, celui où l'enfant va, même s'il est dénué de tout confort, c'est l'espace à lui de ses rêveries. Ce terrier-là de Gilles Barbier, je le reprends avec sans doute une forme beaucoup plus poétique et folle, peut-être là aussi. Ça m'évoque, moi, celle de James Turrell. James Turrell, en 1977, achète un cratère en Arizona et depuis, il creuse des galeries telles une taupe. Alors, vous les voyez à droite, hein, ces galeries sont lumineuses, elles conduisent vers la lumière. Finalement, ce cratère se transforme petit à petit en gruyère, traversé par ces galeries et ces puits de lumière, j'ai envie de dire. Mais il travaille aussi bien à l'intérieur du cratère, dans la terre, à creuser ces galeries lumineuses, que sur le cratère lui-même. Et en haut, en fait, ce sont des espaces pour juste regarder le ciel. James Turrell nous invite simplement à regarder le ciel, la nature. Peut-être que nos vies modernes, à un moment donné, dans cette espèce de folie furieuse du mouvement perpétuel, de la rapidité, eh bien, nous fait oublier qu'il s'agit peut-être simplement de regarder quelque chose à l'extérieur. James Turrell nous le rappelle avec un minimalisme, quelque chose qui va vers aussi l'essentiel, la beauté d'un ciel, sa lumière, tout simplement, peuvent devenir des lieux de contemplation et de réflexion. Là aussi, on revient à l'humour avec cet artiste belge et son fameux landau escargot. Là, vous voyez, il y a une petite cheminée, etc. Et quand on ouvre cette forme, en fait, pour se glisser à l'intérieur, eh bien, on a tout l'espace nécessaire pour survivre avec un certain nombre de produits. Là encore, Patrick Van Kakenberg, qui est un artiste fou, il est belge. Bon, il a des raisons d'être fou, peut-être, me direz-vous. En tous les cas, avec ce landau escargot, c'est bien pensé. Il y a la mobilité, la lenteur. Une éloge de la lenteur. Une éloge de la lenteur. Quelque chose aussi où on se trimballe la maison sur son dos. L'idée d'une cabane, finalement, qu'on a à proximité et sur laquelle on peut se rabattre à n'importe quel moment. Il y a quelque chose là, là encore une fois, avec beaucoup d'humour, je trouve, mais d'une poésie magnifique et qui renvoie à l'enfance, qui nous décroche un sourire.
mon Dieu, mais on en a besoin, quoi. C'est tellement essentiel aussi d'avoir ce type de regard. Que dire du magasin de Ben, alors qui joue un autre rôle, évidemment, mais qui est là, une espèce de magasin où tout s'accumule. C'est le trop-plein, c'est le baroque, c'est la chose où tout est dit, parfois simplement, mais avec aussi cette idée de récupérer, de remplir toujours, d'être presque sur la surcharge des choses. Ben nous propose un magasin, un espace saturé, mais dans lequel les questions essentielles sur l'art, sur nos vies, sur nos objets qui nous entourent, sont bien là. Et finalement, nous propose une réflexion quand même sur notre état dans cette société. Je crois qu'on en a encore une fois extrêmement besoin. Et c'est une forme, évidemment, qui ne renvoie pas directement à la cabane, mais qui quand même n'est pas très loin. La cabane, là, on peut aussi la retrouver dans les propositions d'Agnès Varda. Agnès Varda, plutôt connue pour ses films, mais qui a, au travers de certaines expositions, proposé des conditions, soit pour voir ses films, ou des extraits, des vidéos, qui existent en tant que telles sans que ce soit un film. Et il y a l'idée de la cabane de la plage. C'est le cas ici avec cette proposition où tout d'un coup vous retrouvez dans des sièges pliants, des transats, des choses comme ça. Il y a une sorte d'abri, là aussi fait de tentures, de morceaux de bois qui tiennent tout ça. Et puis une projection, ça crée le sombre, le noir pour projeter l'image. Mais elle a fait par exemple une cabane du cinéma, une cabane de cinéma. Cette cabane est réalisée, les murs, les plafonds, le plafond est réalisé totalement avec des films, des morceaux de pellicule de films. Et tout d'un coup, en fait, c'est aussi la possibilité de laisser rentrer la lumière, c'est la possibilité de voir le matériau du film, la pellicule elle-même, c'est quand même un matériau qui est chargé de quelque chose, d'une histoire, puisque sur ces pellicules, parfois on peut apercevoir des silhouettes, des situations, des paysages. Alors tout ça, évidemment, presque en négatif, en image renversée, mais ce qui renvoie à cette image renversée aussi, c'est finalement presque l'envers du décor, l'envers de notre société, et un abri qui, ma foi, reste fragile par la pellicule. Un autre abri, une autre cabane, la cabane des portraits, vous le voyez, là aussi, où finalement elle va faire appel d'abord à des matériaux de récupération, le bois, les portes, tout ça, on sent bien que c'est pas neuf, c'est quelque chose qu'elle a récupéré, qui lui permet de fabriquer cette cabane. Et puis cette cabane va recueillir un certain nombre de portraits. Elle faisait soit des photos, soit elle a pu aussi les portraits qui sont glanés au gré de ses films, en quelque sorte, et qui vont construire cette cabane d'Agnès Varda. Voilà, très, très beau geste là aussi d'Agnès qui, vous voyez, ne se contentait pas seulement de faire des films, mais qui nous proposait des espaces presque d'exposition, mais des espaces aussi où on pouvait s'allonger, s'asseoir, rêvasser, prendre le temps, s'endormir, peut-être même faire une sieste, pourquoi pas. En fait, les espaces de culture, moi je le dis toujours, si vous allez au musée de Grenoble, notamment l'été, vous êtes au frais, c'est climatisé, vous avez les fauteuils Le Corbusier qui sont quand même d'un confort absolu, et là vous glissez dans un fauteuil, vous êtes face à une œuvre, et si vous vous endormez, mais quelle merveille de rêve que vous allez faire là au sein d'un musée. Allez au musée. On poursuit cette présentation avec les cabanes de Masorati, qui est un artiste là qui nous propose des cabanes. Alors pour celles-ci qui sont tout droit presque tirées des dessins animés, parce que là, ces cabanes qui ondulent sous le vent, ces chaises qui s'envolent, etc. Il y a quelque chose là de très drôle, mais de très enfantin aussi dans les couleurs qui sont employées. Cet artiste va nous proposer des choses tout à fait étonnantes, comme ici ces espèces de grands transats cabanes au-dessus de l'eau. On a envie d'y être, évidemment, on a envie d'être là au chaud, sous ce ciel magnifique, entre l'eau et la terre, l'eau et le ciel, en train de rêvasser. Ce sont des espaces qui sont proposés en Corse. Donc on imagine en plus qu'il y a un climat peut-être un tout petit peu plus clément et des températures qui sont absolument délicieuses et qui sont des espaces de rêverie,
évidemment, qui sont assez immédiatement compréhensibles. D'autres cabanes qu'on voit se percher dans les arbres. En fait, l'intérêt ici de ces propositions, c'est que tout d'un coup, ces cabanes sont complètement traversées par les arbres. Au lieu de s'appuyer, elles sont traversées par les arbres. Les cabanes sont sens dessus-dessous, j'ai envie de dire. Et évidemment que là, très rapidement, en voyant ces formes, ces installations, on est dans un espace imaginaire. On ne s'imagine pas être complètement dans la cabane. Elles sont peut-être encore à la fois plus instables et plus inconfortables qu'une cabane même simple, mais qu'on a construit et au moins on s'est assuré d'une base à peu près solide. Là, on a l'impression que on est simplement traversé par les arbres, perché dans les arbres, et que tout d'un coup, les choses vont s'envenimer peut-être pour nous. Dernière proposition, c'est un peu ces mêmes cabanes, toujours, mais vues de nuit dans cet espace de la forêt. La forêt qui est aussi un espace qui fait peur, qui trimballe un peu toutes nos angoisses sur la nuit, les bruits, les choses comme ça. Et ici, les cabanes seraient des refuges un peu de paix et de choses comme ça. Nous allons voir maintenant un tout petit peu, on va évoquer justement l'espace de Charlotte Perriand, son refuge Tonneau, celui qui précisément pouvait nous apaiser à un moment donné. Effectivement, Charlotte Perriand, architecte, designer, élève de Le Corbusier, était aussi une alpiniste passionnée, éprise de grands espaces et de liberté. Dans les années 30, avec Pierre Jeanneret, cousin de Le Corbusier, elle a dessiné le Tonneau, refuge pour 10 à 38 montagnards, inspiré de la structure en parapluie d'un manège forain, mais qui renvoie, par ses hublots et son revêtement, à un engin spatial. La guerre éclatant, Charlotte Perriand est entraînée dans une autre aventure et le Tonneau reste en plan. Le prototype du refuge Tonneau, exposé temporairement dans les jardins du musée, symbolise lui aussi la protection, mais il nous propulse surtout vers des espaces qui imposent l'introspection, le rapport au monde, la poésie. Il n'est pas étonnant que les artistes, comme Charlotte Perriand, se soient emparés des lieux ou de l'imaginaire de ces lieux. Alors, on le voit bien avec ce refuge Tonneau. Ici, Charlotte Perriand non seulement propose quelque chose qui est un espace possible, mais c'est aussi un espace qui reprend presque, j'ai envie de dire, la fusée, un petit peu l'idée de s'évader, l'idée du hublot, le navire regardé au travers d'une fenêtre ronde. Il y a quelque chose ici qui est assez à la fois pratique et enfantin. Oui, elle conjugue toute sa vie, de toute façon, dans toutes les formes architecturales qu'elle pourra proposer, cette espèce d'imaginaire de l'enfance, la fonctionnalité des lieux et la nature qu'elle essaye à chaque fois d'imposer dans ses créations. Effectivement, le Tonneau de Charlotte Perriand est vraiment quelque chose qui nous propose à la fois par les hublots un regard presque d'un navire, par sa forme qui ressemble à une fusée, on est presque proche de la fusée de Tintin, quelque chose en tous les cas qui est aussi dans l'enfance, qui tout d'un coup nous trimballe un petit peu ailleurs que dans le strict refuge de montagne. Justement, avec cette proposition de Sarah Favrio, qui est une exposition qu'elle a réalisée au Palais de Tokyo, il y a un ensemble comme ça de plusieurs cabanes qui sont reliées par des passerelles de bois. Toutes les passerelles, comme les cabanes, sont toutes ajourées, c'est-à-dire que ces morceaux de bois s'ajoutent les uns aux autres sans jamais se jointer complètement. Ça donne à toutes ces structures une vraie légèreté, quelque chose, en tous les cas, on a l'impression qu'on peut courir dessus d'une façon très légère. Et il y a là véritablement à la fois des connexions entre les éléments, mais aussi
cette idée finalement de construire un îlot qui serait une protection face au monde extérieur. Il y a donc dans cette proposition quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'enfance, du rêve, mais aussi, et c'est là sans doute sa force, quelque chose qui se fait avec un objet dérisoire, le morceau de bois tel qu'on pourrait le trouver dans la nature, et s'amuser avec pour proposer d'infinies constructions et quasiment créer une ville imaginaire, voire la ville idéale, si elle doit exister. Autre proposition, et alors là on revient à un artiste extrêmement déclaré et repéré au travers de l'histoire de l'art, c'est bien sûr Daniel Buren. Alors là aussi, Daniel Buren aurait pu faire le corps entier quasiment de cette présentation, tant il a travaillé sur les cabanes et sur une notion même qui s'appelle les cabanes éclatées. Juste avant d'évoquer plus précisément ces cabanes, simplement resituer le personnage. En 1967, Daniel Buren déclare la fin de la peinture avec ces fameuses bandes verticales de 8,7 cm, alternativement blanc et une couleur, qu'elle soit rouge, noir, bleu, jaune, peu importe. Et il y avait là, dans ce geste et dans cette radicalité, dans cette annonce, quelque chose qui était à la fois, qui voulait annoncer peut-être une certaine fin de la tradition picturale, dont on voit d'ailleurs qu'elle n'a pas eu lieu, et tant mieux, mais aussi l'invention d'une nouvelle dimension, se dire que la peinture devait peut-être appartenir à d'autres territoires, de nouveaux territoires. Ça a été le cas notamment avec le scandale de ces colonnes de Buren qu'on connaît tous au Palais Royal à Paris. Et dès les années 80, il se met à faire ces fameuses cabanes éclatées. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de cube ou de parallélépipède qui va reprendre au départ ces tissus à rayures de 8,7 cm, mais ces sortes de cubes vont être ajourés et systématiquement, ces ouvertures, que ce soit des fenêtres ou des portes, se retrouvent complètement projetées sur les murs alentours. Et donc, on a ici une fabrique de cabanes qui va petit à petit non seulement exister en tant que telle dans un volume, mais aussi se retrouver projetée sur les murs et presque faire peinture. On voit bien toute l'ambiguïté du personnage qui, lui aussi, hésite quasiment entre l'objet sculptural et l'objet pictural. Il faut aussi rappeler une dernière chose, et on sera assez complet sur l'œuvre de Buren, en tous les cas dans ses grandes tendances, c'est que c'est un artiste qui n'a pas d'atelier. L'atelier, c'est in situ. Le travail se fait toujours dans l'espace dans lequel il se situe. Et c'est une des très belles réalités de son travail. Ce n'est pas de le fabriquer presque à l'intérieur protecteur de l'atelier, mais au contraire d'être toujours ouvert au monde, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs ces fameuses cabanes éclatées. En voici une autre proposition de cabane éclatée, beaucoup plus complexe, on le voit. Petit à petit, son dispositif s'est complexifié. C'est aussi augmenté d'un certain nombre de choses, notamment de la couleur, des transparences et des choses comme ça. Les bandes, on les retrouve parfois sur les structures, elles deviennent quasi anecdotiques parfois dans ces espaces, mais on comprend bien ici que par la transparence des filtres qu'il utilise colorés, on peut aussi, grâce au jeu de lumière, traverser tout le spectre coloré dans sa complexité. Et c'est finalement réduire à la fois sa plus simple expression, la couleur, le jaune, le bleu, le rouge, mais par ces fameux mélanges et ces transparences, devenir le spectre le plus complet. Bel objet que cette cabane colorée, cabane éclatée de Daniel Buren. Un autre exemple d'une cabane à nouveau de Daniel Buren, toujours une cabane éclatée. Et vous le voyez, c'est très compliqué de comprendre l'espace parce que lui aussi va très souvent utiliser le miroir. Il a recours à ce miroir. Du coup, l'espace extérieur se reflète sur les parois et c'est très compliqué de comprendre ce qui est intérieur-extérieur. En fait, ce qui est intérieur sont les murs rouges. La bande n'est utilisée que sur la tranche. Vous le voyez, il y a une bande noire, elle fait 8,7 cm, il y a des espaces blancs 8,7 cm, et tout ça forme l'épaisseur en quelque sorte des murs, et sinon, c'est la tranche, et sinon on a des parois rouges à l'intérieur, des parois en miroir à l'extérieur. Évidemment, comme c'est mis à l'intérieur d'un bâtiment,
eh bien, tout ça joue joyeusement par les reflets et la cabane, on a l'impression qu'elle se démultiplie, mais aussi qu'elle s'intègre complètement dans son environnement. Elle joue presque le rôle d'un camouflage. S'il n'y avait le rouge, ce serait presque difficile de la repérer. Donc on voit qu'il utilise toutes les modalités, tous les matériaux pour s'amuser avec cette idée presque du dedans et du dehors. Autre exemple magnifique, ce sont ces cabanes transparentes, et on le voit, quand elles sont à l'intérieur, déjà on l'avait compris au travers de la cabane colorée, il y a un jeu qui est formidable sur les couleurs, mais alors quand c'est à l'extérieur et que tout d'un coup le soleil donne un éclat particulier à sa cabane, que le reflet se fait sur la neige blanche, immaculée, la neige blanche, celle qui ressemble à la page blanche, à la toile blanche, évidemment on a là encore œuvre de peinture, œuvre de couleur, une couleur qui, évidemment, selon l'heure de la journée, va évoluer, se rétrécir, s'agrandir, peut-être disparaître si le soleil n'est plus là. En tous les cas, il y a là encore un dialogue avec l'environnement, un dialogue entre l'extérieur et l'intérieur. Ces cabanes de lanterne sont là aussi des objets tout à fait étonnants, puisque ce sont des cabanes qu'il a récupérées, qu'il a parfois ajourées, retravaillées, etc., sur lesquelles, on le voit d'ailleurs se promener à l'intérieur de ces cabanes, sur lesquelles il a mis encore une fois des filtres, des sortes de transparents colorés. Et là encore, dès que le soleil vient jouer entre la structure des ombres et la couleur de ces transparents, on a véritablement des Mondrian qui joue sur le sol, et on marche sur la peinture de la peinture moderne, sur la modernité et les peintures de Mondrian. C'est encore une fois un travail, vraiment on sent qu'il s'amuse avec tout cela et qu'il y a un regard de peintre. Il a eu beau annoncer la fin de la peinture, c'est peut-être celui qui joue le plus avec la couleur et la peinture dans ses propositions sculpturales. Un dernier exemple pour Daniel Buren, une cabane beaucoup plus récente qui est un hommage aussi à Oscar Niemeyer, l'architecte qui a construit en partie la capitale brésilienne dans ses monuments les plus emblématiques. Et on le voit là, notamment certaines parois, toujours transparentes, toujours colorées, renouent à nouveau avec les bandes, les fameuses bandes de Buren, celles qui sont en quelque sorte sa signature. Vous le voyez aussi sur la translation en quelque sorte de la porte qui s'espace et qui crée presque un sas d'entrée ou de sortie. C'est une façon toujours à la fois de finalement livrer la cabane à l'extérieur, mais aussi de la protéger en quelque sorte dans cet espace qu'on va nommer le sas et qui est peut-être aussi l'espace pile entre la réalité et l'espace artistique, la réalité et l'imaginaire, la réalité qui a ses difficultés mais aussi ses beautés, et puis l'imaginaire de l'artiste, l'espace artistique, celui qui transcende en quelque sorte l'espace réel. On va terminer avec un dernier artiste, un artiste d'origine anglaise qui nous fabrique des cabanes complètement hallucinantes à l'aide de branches qu'il récupère sur le lieu sur lequel il va fabriquer ces cabanes, et qui sont des propositions enfantine, joyeuse, souple. Et évidemment, là, on pense à ses pauvres doigts quand il tresse toutes ces branches, parce qu'il doit être relativement blessé. Mais il y a aussi quelque chose de très joyeux. Ces cabanes se posent un petit peu partout. À gauche, notamment, c'est dans les jardins de Chaumont-sur-Loire, qui est un espace magnifique sur l'art des jardins. Mais il en a fait d'autres un petit peu partout, et ces propositions à chaque fois sont presque irréelles. Elles ont quelque chose qui, là aussi, par leurs matériaux employés, par leur forme, s'intègrent complètement dans la nature, mais par l'idée qui préside, sont dans l'espace de l'imaginaire et de l'artiste. Celui de la construction, parce qu'il faut aussi que ces structures tiennent debout, fassent front face aux intempéries, au vent et à la pluie. Et donc, elles sont le parfait exemple finalement peut-être d'un espace qui est
entre nature et culture. Et peut-être que le refuge, c'est aussi ça, c'est ces conquérants de l'inutile, ces conquérants de l'extrême, à un moment donné, ont une protection, mais sont aussi entre la nature et la nature farouche de la montagne et la culture, celle de la conquête du rien du tout, la conquête de on ne sait quoi, conquête peut-être de l'imaginaire, sans doute. Voilà, au travers de cette modeste présentation, qui est loin d'être exhaustive, parce qu'il y avait nombre d'artistes encore que j'aurais pu vous montrer, mais on aurait passé la nuit ensemble, et ce n'est pas le but. C'était par quelques images et par quelques gestes artistiques une façon d'évoquer peut-être cet imaginaire de la cabane, cette façon pour les artistes d'investir un espace qui est en fait mal défini, qui n'a pas une définition définitive et qui laisse place justement au jeu de l'artiste. Il me reste, moi, à titre personnel, à remercier le Musée dauphinois de son invitation pour cette présentation, à remercier Annès Joncker de sa collaboration, de son soutien et de nos échanges fructueux et précieux à bien des égards dans la construction de cette présentation. Et puis, à vous remercier, vous, d'avoir été peut-être attentif à cette petite conférence qui, je l'espère, vous aura donné envie peut-être d'aller en montagne, mais surtout d'aller à la rencontre des œuvres, des artistes, car c'est un espace merveilleux. Merci. Merci Fabrice. Moi, je vous donne tous rendez-vous au musée dauphinois un jour lorsqu'il sera à nouveau ouvert. Nous l'espérons le plus vite possible. Nous remercions le Totem pour son accueil, puisque nous avons dû filmer la conférence ici. Et puis nous remercions aussi Christophe Veller de Local Focus pour ce film qu'il nous offre. Merci à tous. À bientôt.